Il a dit qu'ils allaient revoir d'ailleurs leur marché, qu'ils allaient refaire un appel d'offres, parce qu'ils n'étaient pas du tout sûrs qu'ils allaient acheter les réacteurs aux Coréens. Hein. Donc, j'avais dit, vous savez que notre patron de l'autorité de sûreté, qui s'appelle Lacoste, c'est une formule qu'aiment bien les journalistes, j'étais content d'avoir inventé. Et je disais, on a une sûreté, nous, voilà, on a une autorité de sûreté avec un patron qui est indépendant, machin, qui est Lacoste. Et surtout, les réacteurs à bas coût, il faut se méfier. Et je dis, je vous donnerai une formule, low cost, non, Lacoste, yes. Et alors ça leur a plu, hein, ce que je dis. Et alors vous voyez, regardez quand même, c'est la redondance qu'on appelle la redondance de niveau 4, c'est la seule installation industrielle au monde où vous avez ça. Ça veut dire quoi? Une redondance de niveau 4. C'est-à-dire que vous avez en fait tous les auxiliaires de fonctionnement se trouvent dans 4 bâtiments autour ici de l'enceinte. Ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle un train, c'est un gros appareil, une pompe, etc. Bon, qui tombe en panne. Ah, elle tombe en panne. Donc vous voyez, vous dites c'est pas grave, j'en ai une autre, je vais la démarrer. Ah ben elle démarre pas. Pourquoi elle ne démarre pas? Je ne sais pas pourquoi elle ne démarre pas. Elle ne démarre pas. Voilà. Ah ben c'est pas grave, j'en ai une troisième. Ah mais non, elle est en maintenance. Vous voyez, la sûreté va jusque-là. Alors on dit, ben, il en faut donc une quatrième alors. Hein, bon, donc on en a 4. Hein, vous voyez? Donc, pour qu'on ait au moins un train de disponible. Alors c'est vrai que ce réacteur, il est ce qu'on appelle dédié accident grave. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y avait de la vie là-dedans, on pourrait dire l'accident grave est dans ses gènes. C'est-à-dire qu'il a été conçu avec une seule idée qui a obnubilé les ingénieurs, c'est qu'il pouvait y avoir un accident grave et que cet accident grave, eh ben, il fallait qu'il soit pas grave. Alors vous voyez, vous avez un ensemble de confinement avec recombineur d'hydrogène, ce fameux hydrogène qui a foutu le camp à Fukushima. C'est vrai que là, il y a des recombineurs, ça, je suis d'accord là-dessus. Le syndrome de Tchernobyl, qui était le cœur du réacteur, que très bien, sur l'uranium, la densité c'est 19 quand même. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous avez une bouteille d'un litre, c'est 19 kg. Hein. Bon. Un pack de 6 bouteilles d'un litre et demi, vous voyez ce que ça peut faire, ça fait 9 fois 19. Hein. Vous ne portez pas comme ça. Hein. Bon. Donc ça peut tomber, et puis tomber après dans la fenêtre. Bon. Donc on a dit on va faire un cendrier. En gros c'est ça. C'est-à-dire un énorme réceptacle très étalé de façon à ce que effectivement, si jamais le cœur tombait jusque-là, ben, il va s'étaler, il aurait une épaisseur très faible, et donc évidemment une pression au sol qui serait très faible. Bref, il y a un certain nombre de choses là-dessus, sauf que ben, les diesels de secours, à mon avis, encore une fois, pour les foutre au pied, quoi. Donc, surtout quand on peut faire autrement. Et puis alors, vous avez la fameuse coque avion, hein, c'est-à-dire que ça c'est 11 septembre 2001. Alors elle ne protège pas les 4, hein. Là elle n'en protège que 2, mais bon, c'est déjà pas mal, on est quand même dans un cas où c'est quand même pas si évident que ça. Donc voilà pour cette EPR. Alors les Finlandais, donc bien sûr c'est les premiers qui l'ont acheté, comme vous le savez. Et puis à Flamanville, voilà, il est en construction, je vais vous montrer d'ailleurs, voilà. Une photo ici, ça c'était fin 2010. Donc qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Vous voyez, il ressemble beaucoup aux autres, hein, c'est-à-dire que là, on est en train de le fabriquer dans les enceintes de confinement. Vous avez le dôme ici qui est là, qui est en mettre ici. Ça c'est la salle des machines ici. Ça c'est ce qu'on appelle le pôle opérationnel, hein, donc toutes les commandes. Et puis là, ben, vous avez les arrivées d'eau de refroidissement, voilà, qui viendront par la mer, avec des grosses pompes là-dessous. Et la falaise, elle est là, hein. Bon, voilà, on voit bien hein, les existants. Non, mais vous verrez, hein, bon, pour penser à moi, les diesels, ils vont les mettre là-haut, hein, c'est sûr. Ils pourront mettre une plaque, ou ils pourront les appeler. Alors, vous avez aussi entendu parler des incidents de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7. Alors, on a rangé, en fait, sur cette échelle, vous voyez, en fonction des incidents. Alors, franchement, je vais vous donner mon avis là-dessus. Quand une centrale fonctionne, franchement, on n'ergote sur rien du tout. C'est vraiment, c'est peanuts, quoi. Il arrive des petits trucs comme il arrive dans n'importe quelle industrie ou autre. Hein. Bon, en revanche, on voit bien quand vous avez un gros truc, tout de suite, c'est un gros truc, quoi. Hein. Bon. On a l'impression qu'il n'y a pas tellement d'écart, quoi. Soit vous avez quasiment rien. Nous, toutes nos réunions, on fait des réunions tous les 3 mois, on vient nous dire, ah bah oui, vous voyez, ah bah là, il aurait dû y avoir du papier dans l'imprimante, il n'y en avait pas. Alors, bah, c'est un incident de niveau 0, machin, bon d'accord, mais il faut... Hein, quiconque a travaillé... Une fois, le président d'EDF m'avait dit, vous savez, quand vous prenez l'avion, vous traversez l'Atlantique, vous rentrez avec la bovine à la rame, hein,
parce que vous avez le moteur machin, il fonctionne qu'à 80%, etc. Si on devait dire à tous les passagers ce qui se passe pendant le vol, vous ne seriez pas rassurés. Hein. Donc, alors là, voilà, là on dit, bah, la moindre des anomalies, etc., bah, vous devez la signaler, et vous avez en fait des anomalies de fonctionnement, bon, vous avez les 3 premiers degrés, en fait, jusque-là, qui sont ce qu'on appelle des incidents. Vous voyez, incidents pouvant conduire à des rejets supérieurs au 10e des limites annuelles. Au 10e, hein, c'est pas supérieur aux limites annuelles, c'est supérieur au 10e. Hein. Donc, on en est déjà au niveau 3. Vous voyez. En revanche, après, alors, ça devient sérieux, vous avez des accidents, donc là, bon, endommagement partiel. Donc, il y a eu un seul accident en France, c'était en 80, il y a plus de 30 ans, et sur un réacteur, d'ailleurs, qui ne correspond pas du tout au réacteur qu'on a là. 5. Alors, il n'y a pas d'exemple en France, il y a TMI aux États-Unis et Windscale en Grande-Bretagne en 57. 6, donc il y a eu effectivement en 57 en Russie, une usine de retraitement. Et puis vous avez 7 Tchernobyl. Donc, alors, où vont se situer les accidents de Fukushima? Alors au début, TEPCO a dit 4. J'ai tout de suite trouvé que 4 c'était quand même très modeste. Très très modeste. Hein. On va plutôt être 6, on n'est pas au niveau 7. Et je dis aux journalistes, tant que vous n'êtes pas au niveau 7, effectivement on n'est pas au niveau 7, les conséquences à la fois sur la population et sur l'environnement sont des conséquences légères, bénignes. Alors quand on dit ça, ils me disent, attendez, c'est pas son tranchée. Je suis désolé, mais franchement, on va peut-être affoler les gens pour rien, mais franchement, il n'y a pas de problème. Moi j'irai bien vivre là-bas sans aucun problème. Alors, évidemment, vous pouvez vous dire, parce qu'on tape toujours sur le... dire qu'est-ce qui se passerait si toutes les industries, ce que je vous voyez par exemple avec des contrôles de la gendarmerie nationale, on fait apparaître un sous-gonflage de pneus, alors sous-gonflage de pneus, hein, partenariat sur les transports Auguste Amoureux, hein. Hop, alors bien voilà, ça a été classé au niveau 1 de l'échelle ITES, là c'est plus du transport, c'est plus le nucléaire. Vous imaginez, on ferait ça pour l'industrie chimique, pour n'importe quelle industrie, pour l'industrie du bâtiment, pour les pêcheurs, tiens, dans des pays de pêche, on voit, hélas, hein, les essais qu'il y a de temps en temps et tout. Voilà, bon, il y en aurait des centaines tous les jours, quoi, hein, si on obligeait toutes les industries, toutes les entreprises à signaler votre... Et encore, les spécialistes m'ont dit que ce ne serait même pas un sous-gonflage, ce ne serait même pas niveau 1, ce serait niveau 2. Donc, alors, est-ce que... Oui, alors ça, si c'est... Je sais, vous me direz après si j'ai le temps de faire l'historique, parce que je ne veux pas non plus vous prendre votre soleil de trop. Mais ça, c'est intéressant pour mieux comprendre les communiqués quand même qu'on a entendus. Je vais passer ça c'était pour montrer la radioactivité. Alors, vous savez que la radioactivité, c'est quelque chose qui décroît avec le temps. Par exemple, moi, quand on m'interroge sur l'iode 131, on a entendu effectivement parler de cette iode 131. L'iode 131, il a une période de 8 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 8 jours, il en reste la moitié. Au bout de 16 jours, donc il en reste le quart, etc. D'ailleurs, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, ce qui va rester d'iode, bon, c'est vraiment, c'est pas la peine non plus qu'on se traumatise sur des vies beaucoup plus longues, oui, mais sur l'iode. Alors en revanche, comme effectivement il a une durée de vie très courte, il est très radioactif, c'est-à-dire qu'on peut le déceler des fifres là. Donc c'est un indicateur, effectivement, favorable pour voir s'il y a de la radioactivité ou pas. Est-ce que c'est dangereux? Ça dépend des valeurs. Jusque-là, aujourd'hui, ce qu'on a, vous allez voir dans un instant, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Je vais passer tout ça, parce que je sais où je veux vous montrer des choses. C'est les radios induits. Vous verrez tout ça, vous pourrez aller sur le site. Il y en a que vous connaissez bien quand même, parce que tout le monde le connaît depuis qu'il est tout petit, c'est le carbone 14. La fameuse datation carbone 14. Ben, ça veut dire quoi le carbone 14? Ben, ça montre bien qu'on est nous-mêmes radioactifs, c'est-à-dire que la moitié de notre radioactivité à nous, c'est du carbone 14. Hein. Et la datation au carbone 14, ça marche comment? Ça veut dire que tant qu'on est vivant, si vous voulez, ben, on respire, donc on absorbe le carbone 14 qui vient des rayons cosmiques, hein. C'était vrai du temps de Jeanne d'Arc, de l'homme préhistorique et tout, hein. L'industrie nucléaire n'a rien à voir là-dedans. Tant qu'on est vivant, en fait, il y a équilibre, parce que vous absorbez du CO2 puis vous le rejetez. Le jour où l'organisme meurt, que ce soit une plante, un animal, un homme, etc., il n'y a plus d'échange avec l'extérieur. Donc ce jour-là, évidemment, le carbone 14 qu'il a d'emprisonné dans son corps, il ne disparaît plus que par sa durée de vie radioactive. Et pour le carbone 14, c'est 5730 ans, vous le voyez. Donc c'est de la datation à une époque où on n'avait pas d'archives. C'est-à-dire que si vous trouvez une momie ou autre et qu'il n'y a plus que la moitié du carbone 14 par rapport à un individu d'aujourd'hui, ben cette momie, elle a 5700 ans à peu près. Hein, c'est quand même une petite... bon. Si vous trouvez qu'il n'y en a plus que le quart, ben elle a 11 400 ans, etc.
Donc ça vous prouve bien, effectivement, qu'on est radioactif, et je vais revenir là-dessus dans un instant. Vous voyez, le potassium 40, il y en a des quantités monstrueuses, c'est naturel ça. Hein. Le sol de la France, vous voyez, sur 1 mètre de profondeur, l'ancienneté était 1 million de curies. Vous voyez qu'à chaque hectare, là, vous prenez un hectare, sur 1 mètre de profondeur, les becquerels dont vous entendez parler, il y en a 672 millions. Hein, dans votre hectare, que fait la police, hein? Ça, c'est naturel, c'est comme ça. Hein. Bon. Donc il faut connaître ces chiffres. Je vais passer ça, mais vous le retrouverez. Alors, voilà, on me dit, mais pourquoi est-ce qu'on a des valeurs aussi élevées en becquerel? On a toujours des millions de becquerels, tout ça. Ben, vous voyez, en fait, voilà, c'est qu'on a, par gramme de matière, et nous-mêmes aussi, un nombre d'atomes par gramme qui est considérable. Compris entre 2500 et 50 000 milliards de milliards. Et là, vous travaillez sur 1. Donc ça fait par rapport à des grammes, vous voyez ce que ça peut faire. Hein. Donc à cause du nombre que tout le monde a appris à l'école, qui était le nombre d'Avogadro, donc vous voyez ce que ça fait, 50 000 milliards de milliards. Bon, alors tout de suite, effectivement, quand il y en a 1 million, c'est ça qui est. Quand vous interrogez un physicien nucléaire, moi, je dis, voilà, il y en a 1 million, professeur. Vous dites, oh ben 1 million, c'est rien. Le type qui est devant son poste chez lui, il dit, merde, 1 million, quoi. Voilà. Alors, le physicien qui répond, il dit 1 million c'est rien, parce que c'est 1 million par rapport à des milliers de milliards de milliards. Mais effectivement, quand vous n'êtes pas au courant, vous dites 1 million c'est 1 million. Quoi, hein, bon. Voilà, tout est relatif, comme disait ce brave Albert Einstein. Alors, le corps humain, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans des exemples comme ce qu'on subit actuellement là-bas, et les chiffres qu'on nous donne, il nous faut des références. C'est-à-dire il faut qu'on sache un peu où on se trouve. Quoi, hein. Alors vous voyez, voilà, vous pouvez calculer votre radioactivité. Là, actuellement, c'est des rayonnements que vous balancez sur vos voisins. Hein, vous êtes en train d'irradier vos voisins, lesquels d'ailleurs vous irradiez aussi, etc. Voilà, c'est quand même des milliers de becquerels. Hein. On était en